Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de R. Deveau intitulé Histoire ancienne d'Israël. Alors il écrit: pour juger de la situation en Palestine et en Syrie du Sud au début du deuxième millénaire, il faut recourir aux textes égyptiens. Dès la fin de l'Ancien Empire, des Asiatiques, quand on parle des Asiatiques, il faut entendre en fait les habitants du Moyen-Orient actuel. Ce n'est pas les Asiatiques voilà, de l'Extrême-Orient, non. Voilà, il faut comprendre ça. Des Asiatiques ont commencé de s'infiltrer et de s'installer en Égypte. Au début de la première période intermédiaire, le sage Ipoué, s'il est bien de cette époque, se plaint que les étrangers en Égypte soient devenus comme le peuple du pays, qu'ils aient appris les métiers du delta. Bon, s'ils ont appris les métiers du delta, quels sont les métiers du delta? Bon, il y a beaucoup de métiers, il y a le tissage, etc., mais surtout l'agriculture. Surtout l'agriculture. Un pharaon de la 10e dynastie, Athoès III, bon, il faut dire que tous ces noms-là, c'est des Nessout, c'est-à-dire des pharaons. Nessout, ça veut dire celui qui vient du sud, c'est le vrai nom du pharaon. Ce sont des noms hellénisés en fait, mais ce n'est pas le nom réellement tel que cela se dit dans la langue des anciens égyptiens. Mais je lis simplement ce que je vois, ce que R. Deveau a écrit. Mais je vous fais savoir que ce n'est pas le nom réel en égyptien aussi. Athoès III aida les monarques du delta. Pourquoi il dit les monarques? Non, ce n'est pas des monarques, peut-être les chefs de région du delta. Parce que le seul monarque, c'est le Nessout. Vous voyez, ce sont des termes qui prêtent à confusion. Donc, à se libérer des envahisseurs et fortifier la frontière. Dans les instructions qu'il laissa pour son fils Méricaré, il met celui-ci en garde contre le méchant asiatique. Il n'habite pas dans une place. Ses jambes sont toujours en mouvement. Pourquoi? Il veut parler ici des Sémites. Il veut parler ici des peuples sémites. Voilà. Il a été en guerre depuis le temps d'Horus. Il ne conquiert pas et il n'est pas conquis. Il n'annonce pas le jour de la bataille, mais comme un voleur, il peut dépouiller une personne isolée, mais il n'attaque pas une cité bien peuplée. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que les Sémites, que les anciens Égyptiens appelaient Amou, ils pratiquaient le pillage. Donc ils viennent, ils attaquent brusquement et puis ils pillent. C'est ça, en fait. C'est de ça que ce roi est en train de parler. Il donne des conseils à son fils qui va lui succéder. Il peut dépouiller une personne isolée, mais il n'attaque pas une cité bien peuplée. Bon. La prophétie de Neferti, attribuée à Amnémès Ier, 191-1962, bien sûr, donc il faut entendre avant Jésus-Christ. La construction d'une ligne de forteresse, le mur du prince, pour arrêter des incursions. Cependant, les Asiatiques pouvaient être autorisés à passer pour venir abreuver leurs troupeaux. Vous voyez, on voit bien la bonté de nos ancêtres kémites. Hein? Nos ancêtres kémites. Hein? Et pourtant, la Bible dit que non, les Hébreux ont subi un dur esclavage, etc. Vous voyez, les faits historiques disent autre chose. Il ne faut pas oublier. Parce que souvent, les gens pensent que tout ce qui est dit dans la Bible, il faut prendre ça pour argent comptant. Non. Ce sont des êtres humains qui ont écrit. Ce n'est pas Dieu qui a écrit, ce sont les êtres humains qui ont écrit. Même si la parole vient de Dieu, mais l'être humain peut déformer. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Alors quand on dit cela, ils sont choqués. C'est que leur foi n'est pas solide. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce propos-là. C'est ça. Ce mur est mentionné dans l'histoire de Sinué, un grand d'Égypte qui s'exila en Syrie à la mort
d'Amenemès Ier. Quand on dit les grands d'Égypte, ce sont les anciens qui gouvernaient, hein, qui aidaient le Nessout à gouverner. C'est ça qu'on appelle les anciens, ce sont les anciens. Hein, d'ailleurs, on retrouve cette même expression chez les Akans. Hein. Il y a le roi Ohene et puis il y a les anciens Mpanyifo. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. C'est pour ça que le regretté professeur Cheikh Anta Diop a dit quoi? Que l'Égypte éclaire l'Afrique et que l'Afrique noire éclaire l'Égypte. C'est tout. C'est ça. Le fait. L'infiltration continua, donc, mais elle fut contrôlée. D'ailleurs, cette infiltration a fini par quoi? Par l'occupation arabe. Les Arabes ont occupé totalement l'Égypte. C'est ça. Et aujourd'hui, ils sont près de peut-être 99% de la population. Ça. Sous ces auspices vers 1890, donc avant Jésus-Christ, un tableau de la tombe de Khnoumoun Hotep à Beni Hassan montre l'arrivée d'une caravane de 37 bédouins conduits par leur chef Ishar. C'est Abishar, voilà. Bon, en égyptien, ils ont dit Ishar, mais en fait c'est Abishar, dont l'entrée est enregistrée par un scribe. D'autre part, des Asiatiques sont mentionnés en nombre croissant comme résidant en Égypte dans les documents de la 12e et de la 13e dynastie. Mais ils sont des esclaves ou des domestiques. Bon, on ne peut pas utiliser le terme d'esclave, c'est-à-dire des serviteurs. C'est le terme serviteur, ou bien des captifs. Parce que en Égypte antique, celui qui est dans la captivité ne perd pas sa dignité humaine. Parce que, or, quand on dit esclave, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la captivité, mais à qui on dénie la dignité humaine. Ça, c'est différent. Donc, le terme esclave utilisé ici est mal à propos. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est ça. Alors, donc, je continue la lecture. Où des ouvriers, et il ne s'est rien produit en Égypte de comparable à l'entrée en masse et à l'installation des Amorites en Babylonie et en Haute-Mésopotamie. Par exemple, les Amorites, c'était des peuples sémites aussi. Tous ces peuples-là, les anciens Égyptiens les appelaient Amou, c'est-à-dire les errants. Et on a vu ici le Nessout qui donne les conseils à son fils pour dire qu'ils sont toujours en marche. À tout moment, ils sont en marche. Ils sont toujours en mouvement. C'est pour ça que les anciens Égyptiens les ont appelés Amou, c'est-à-dire les errants. Voilà, c'est ça. En revanche, il y a des analogies frappantes entre la description que les instructions à Méricare donnent des ennemis qui menacent l'Égypte et celle que les textes sumériens donnent des marteaux entre le mur que construit Amenemès Ier et celui que Shun-Shin éleva contre les marteaux. Mais à soi seul, cela ne signifie pas qu'il s'agisse aussi des Amorites en Égypte. Cela peut vouloir dire simplement que les uns et les autres étaient des nomades, mais c'est cela. Mais les Sumériens, il ne faut pas oublier que ce sont les Samourous, c'est-à-dire que c'était des Noirs qui eux aussi pratiquaient l'agriculture, tout comme les Kémites de l'Égypte antique. Et que les deux pays se défendaient de la même façon. Voilà, c'est ça, ils sont obligés d'ériger des fortifications. Les textes égyptiens appellent les nomades les Amou. Voilà, c'est ce que je disais. Un terme qui, depuis la 6e dynastie, désignait indifféremment tous les Asiatiques, c'est-à-dire tous les peuples sémites là, du Moyen-Orient. Cependant, les noms de ces Asiatiques établis en Égypte appartiennent au groupe sémitique du nord-ouest, comme les noms amorites. Il est encore plus important de retrouver le même type onomastique dans les textes d'exécration inscrits sur les bols ou des statuettes et destinés à accompagner les rites magiques contre les ennemis de Pharaon. Bon, je préfère dire les rites sacrés, pas les rites magiques. En Afrique noire, on ne faisait pas de magie, on faisait les rites sacrés. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Les trois groupes de ces textes qui nous intéressent datent probablement de la fin de la 12e dynastie et sont séparés par moins d'un siècle, environ entre 1875 et 1800 avant Jésus-Christ. Pour l'Asie, leur horizon géographique ne s'étend pas au nord du fleuve Éléuther, sur la côte de la région de Damas à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils couvrent toute la Palestine
et seulement la Syrie médiévale. Est-ce que ce n'est pas un affluent de l'Euphrate? Bon, c'est possible. Tous les noms des princes qu'il mentionne sont sémitiques et tous pourraient avoir été portés par des Amorites. Les noms de lieux sont 3 fois plus nombreux dans le groupe récent, Saqqara, que dans les groupes anciens. Bon, Berlin, Mirgissa. Peut-être que bon, ces documents-là se trouvent dans ces régions-là, dans ces zones-là. Dans ces groupes anciens, certains territoires sont gouvernés par plusieurs chefs. Dans le groupe récent, presque toutes les cités ou États n'ont qu'un seul prince. Ces changements marquent un progrès dans la sédentarisation et dans l'organisation politique et reflètent la même évolution que l'archéologie palestinienne va nous révéler au début du Moyen Bronze. La reprise d'abord lente de la vie urbaine après la longue éclipse de la période intermédiaire entre l'Ancien et le Moyen Bronze. Bon, il faut voir, vous voyez, non? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des peuples sédentaires et agriculteurs, c'est eux vraiment qui ont apporté la civilisation à ces peuples sémites-là. Voilà. Et ces peuples d'agriculteurs et sédentaires, c'était les anciens égyptiens, les Kémites, et puis les Samourous. Tous des Noirs. Aujourd'hui, vous savez ce que ceux-là font. Comment ils traitent nos frères en Égypte, en Libye et même en Égypte, parce que les descendants directs des anciens Égyptiens, les Coptes, ils sont méprisés en Égypte. Et ils sont martyrisés en Égypte. Voilà. Quelquefois, on va les assassiner dans les églises. Ça, c'est les faits. C'est des faits historiques. Voilà. C'est des faits même actuels. Voilà, c'est ça. Heureusement que le gouvernement du président Al-Sisi les protégeait. Parce que quand on a vu le précédent, là, celui qui appartient aux frères musulmans, la confrérie des frères musulmans, quand il est arrivé au pouvoir, il laissait faire, il laissait les chrétiens coptes être maltraités. Bon, je vais me souvenir de son nom. Je crois que Al-Sisi l'a fait arrêter et puis mis en prison, et puis il est décédé. Alors, je crois qu'on l'appelle Morsi. Voilà. Président Morsi. On peut donc admettre que la Palestine a été touchée par les migrations amorites qui se sont étendues sur plusieurs siècles. S'il a été affecté plus profondément que l'Égypte, et semble-t-il que la Syrie du Sud, c'est peut-être parce qu'elle offrait moins de résistance. S'il a été atteinte avant la Babylonie, c'est peut-être parce qu'elle était plus proche du centre d'origine de ce mouvement. Les Amorites seraient partis des steppes syriennes pour se répandre dans tout le croissant fertile. Voilà. Parce que de toutes les façons, ces Amours aussi avaient de temps en temps besoin de bien abreuver leur bétail. Voilà. Bien abreuver leur bétail. Et ce n'est pas dans le désert qu'ils trouvaient toujours ce qu'il fallait. C'est vrai, il y avait quelques oasis, mais souvent ça ne suffisait pas. Mais il faut reconnaître que cette théorie amorite reste une hypothèse. Bon, là, je pense que là, ils ont donné un nom générique. Mais sinon, il y avait toutes sortes de peuples sémites. Il y avait les Amorites, il y avait les Amalécites. On trouve leurs noms dans la Bible. Il n'a qu'à regarder dans l'Ancien Testament. On le voit. Les Amorites, les Amalécites, les Édomites, etc. Voilà ce qu'il disait. Maintenant, il en parle. La Bible a appliqué à une partie de la population pré-israélite de Palestine le nom d'Amourou. Bon, c'est proche de Amou, comme disent les anciens Égyptiens, qui dans les textes cunéiformes du 14e et du 13e siècle avant Jésus-Christ désigne un État situé au nord de Canaan, qui sous la forme Amor apparaît dans les textes égyptiens sous Ramsès II et qui, à partir de Teglat Phalasar Ier à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, est étendu à tout le pays de l'Ouest, depuis Palmyre jusqu'à la Méditerranée. Si l'on identifie les envahisseurs de la période intermédiaire entre l'Ancien et le Moyen Bronze avec les Amorites, dont les textes cunéiformes parlent à la fin du 3e millénaire,
Et si l'on considère que ces éléments devenus sédentaires sont responsables de la civilisation du moyen bronze constitué, il reste à expliquer comment ces pasteurs de la steppe syrienne ont pu apporter une industrie métallurgique déjà développée, comment leur céramique et leur outillage sont si différents de ce qui suivra, comment aussi les coutumes funéraires changent brusquement au début du moyen bronze. Pourquoi lui pense que ça change brusquement? Ils ont reçu ça des peuples sédentaires. Ça ne fait pas sérieux. Un RDVO n'est pas sérieux. Toujours ces noyaux d'esprit raciste. Non? Ils ont reçu ça des autres. Ça ne vient pas brusquement, non. Puisque eux-mêmes, ils faisaient des incursions et des pillages dans les régions où il y avait des peuples sédentaires qui pratiquaient l'agriculture. Donc, ils ont observé. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas brusque. Non, ces changements-là ne viennent pas brusquement. La réalité a dû être plus complexe. Ah, peut-être qu'il commence à changer un peu d'avis. Il est possible que l'arrivée des Amorites ait été précédée par celle d'autres groupes venus d'un pays producteur de cuivre, Anatolie ou Caucase, qui seraient responsables de la destruction des cités de l'ancien bronze. Ces peuples sémites, ils sont passés par le bronze, tout comme les Caucasiens, mais les Africains, non. Les Noirs, non. Les Noirs, ils sont allés directement à la métallurgie du fer. Ils sont allés directement à la métallurgie du fer. On le voit avec Meroé. On le voit avec Meroé. Donc, c'est avec qui ils ont vu le travail du fer. C'est avec les Noirs. Ils n'ont qu'à reconnaître ça. Ils n'ont qu'à reconnaître ça au lieu de faire des spéculations. Au lieu de faire des spéculations totalement nulles. Voilà. Alors, on va poursuivre quand même parce que il parle encore des peuples hurrites. Ce n'est pas hittite, mais hurrites. Car les Amorites ne représentent pas le seul mouvement ethnique de ce début du deuxième millénaire en Syrie. L'industrie métallurgique connue alors spécialement à Ras Shamra et à Byblos, un développement dû à l'arrivée d'immigrants que l'on a appelés les porteurs de torque et qui diffusaient ensuite leur art jusqu'en Europe centrale. Il est tentant de les faire venir du nord-est, mais cette hypothèse n'est encore soutenue par aucune découverte archéologique. Plus importants sont les Hurrites. Ils sont un peuple non sémitique. Ah bon? Ça m'étonne. Parlant une langue agglutinante. Ah! Qui a quelques rapports avec les langues caucasiennes. Vous voyez? Ça encore, c'est un mensonge historique. Aucune langue européenne caucasienne n'est agglutinante. Aucune. Les langues agglutinantes, là, ce sont les langues, par exemple, qu'on trouve avec les Hotanto, les Bushiman, où on fait cette façon de faire là. La langue qui est agglutinante, qui est en Europe, c'est la langue des Basques. Parce que c'est eux qui ont gardé cette quintessence de l'origine de l'homme de Grimaldi. Parce que c'est l'homme de Grimaldi allé en Europe 20 000 ans après que son descendant est l'homme de Cro-Magnon, le premier blanc. Voilà. Les langues caucasiennes ne sont pas des langues agglutinantes. Jamais. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important de faire ces vidéos-là, avec les séries, où on doit recadrer les informations. Parce que les étudiants font l'erreur, ils pensent que tout ce qu'on lit dans un ouvrage d'histoire, c'est vrai. Non, tout n'est pas vrai, les jeunes, tout n'est pas vrai. Les langues agglutinantes, c'est en Afrique qu'on les trouve. Et puis aussi avec les Basques. D'ailleurs, c'est eux qui ont conservé vraiment cet héritage de l'homme de Grimaldi, de l'homme noir qui allait en Europe. C'est ça les faits. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'ils sont assez détestés là-bas. Parce que quand on les regarde, on voit bien que voilà, le nègre est là. Enfin, je vais dire le noir. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que YouTube n'aime pas ce mot-là. Mais nous, les Africains, on utilise ça sans gêne. On a vu, comment on appelle ça, l'ouvrage du procès Cheikh Anta Diop, antériorité des civilisations nègres. C'est pas un problème. C'est un nom comme tout. Bon, on ne sait pas, on dirait que sur YouTube, il y a certains mots qui sont fichés. Dès qu'on dit ça, non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas voir les choses comme ça. YouTube. Non. C'est 100 choses. Puisque moi-même, je suis un noir. Alors, je ne vais pas m'insulter moi-même. Voilà. C'est un nom comme tout autre. C'est un nom comme tout autre. Même si les autres utilisent ça pour nous insulter, ça, c'est leur problème.
Hein, YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo à cause de ça. Hein. Bon. Le plus ancien document de leur langue est une tablette de fondation en uri et en acadien. C'est vrai, les uri, notamment, on voit. Hein? Et bon, ce nom de uri, souvent ça vient de Our. Ça vient de Our. Oui. Or, Our, c'était quoi? En fait, Our était à Sumer. Hein? C'était chez les Sumériens, les Sumuru, les Samuru. Mais il est dit que l'ancêtre Abraham était à Our. Alors que lui, en fait, c'est un Chaldéen. C'est un Chaldéen. Donc, un sémite. Parce que les Chaldéens sont des sémites. Voilà. Un peu plus tard, mais encore avant la troisième dynastie d'Ur, voilà, c'est ce que je disais, Arisène, roi du Kish et de Nawar, a dédié en acadien un temple au dieu Nergal. Voilà. Urkish, qui restera un grand centre religieux urite, se localise vraisemblablement à Amouda, au pied du Taurus, près de la frontière turque. Urkish fait jusqu'ici exception en Haute-Mésopotamie et jusqu'à la fin du 3e millénaire. Il n'y a aucune trace des Urites à Mari ni en Syrie du Nord. Des noms Urites apparaissent sporadiquement à l'est du Tigre et jusqu'en Babylonie. Et leur nombre augmente un peu sous la 3e dynastie d'Ur, mais ces entrées individuelles n'ont rien de comparable au mouvement amorite qui submergera alors la basse Mésopotamie. Alors si les Urites, comme elle dit, ne sont pas des peuples sémites, c'est que sans doute ils étaient plutôt proches des Sumériens, voilà, des Sumériens, des Samurus. Lorsque le voile se lève à nouveau sur le nord au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, la situation a changé. Dans une liste d'ouvriers travaillant au palais de Kaltaltoum, sur le Tigre, près de l'embouchure du Zab supérieur, près de la moitié des noms sont Urites. Non loin de là, à l'est du Tigre, à Shumshara, tel Shemshara, la majorité de la population est Urite. Pourquoi est-ce qu'ils s'installent le long du Tigre? C'est pour pouvoir profiter des limons du fleuve pour faire l'agriculture. Voilà, c'est à cause de l'agriculture, parce qu'eux, ils sont agriculteurs. C'est ça. En Haute-Mésopotamie, les princes nommés dans les archives de Mari sont très généralement, comme nous l'avons vu, des Amorites, mais 4 ou 5 portent des noms Urites. Et il est regrettable que leur résidence ne puisse pas être localisée. Bon, s'ils sont Amorites, pourquoi ils prennent des noms Urites? Voilà la question que R. Deveau à laquelle R. Deveau ne répond pas. C'est quand même curieux. S'ils sont des Amorites, pourquoi ils vont prendre des noms Urites? Voilà le problème. Soit peut-être ce sont des usurpateurs, hein, qui veulent se réclamer d'une ancienne dynastie qui est d'origine Urite, ou bien ce sont effectivement des Urites, peut-être dont les mères sont peut-être des Sémites. Parce que c'est ça aussi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte antique, parce que des pharaons, des Nessoutes ont commencé à prendre, hein, pour épouse des femmes sémites. Voilà. Ça a été l'une des raisons du changement de paradigme dans la vision politique de l'Égypte antique. C'est ce qui s'est passé. Dans les textes de Chagar Bassar, un peu moins d'un tiers des noms sont Urites. À l'ouest de l'Euphrate, en Haute-Syrie, des princes Urites règnent à Kashoum et à Urshou, au nord d'Alep, à Alalak, ouais, c'est ça. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Urites ne gouvernent pas, mais ils occupent des postes importants et des mots de leur langue s'introduisent dans le vocabulaire sémitique. Leur influence religieuse se fait sentir à la grande déesse, Kepat, est invoquée dans le traité par lequel Abdel d'Alep cède Alalak à son vassal Yarim Lim. Vous voyez, les divinités liées, les divinités qui sont d'un genre féminin, ça vient
des peuples qui pratiquaient l'agriculture. Ça ne vient pas des peuples sémites. Parce que les peuples sémites étaient radicalement patriarcal. Radicalement patriarcal. Oui, radicalement patriarcal. Alors que les peuples sédentaires, agriculteurs, vénéraient beaucoup les divinités d'un genre féminin. Pourquoi? Parce que ces divinités d'un genre féminin sont liées à la terre. La terre même qui est liée à, qui est vue comme un être féminin. Voilà, la terre-mère, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est ça. Donc, si vous voyez, quand on voit des sémites adopter des déesses, cela veut dire que ça vient de l'influence des peuples sédentaires agriculteurs. C'est cela. Voilà. Lorsqu'au milieu du 7e siècle, le roi hittite, on parle maintenant des Hittites, Utsil Ier, fit un raid contre Kashum, il en ramena les statues de Teshup, le grand dieu Urit de l'orage, sur le texte que le texte appelle le dieu d'Alep, et de sa parèdre Kepat et une paire de taureaux d'argent qui doivent être charis et couris. Les deux taureaux attribuent à Téchep. Cela veut dire quoi? Quand ce roi-là, Hittite, fait son incursion, en fait, il va adopter la divinité féminine Kepat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que les peuples sémites étaient très patriarcales. Au besoin, même quelquefois, ils en avaient marre quand il y avait trop de filles, parce qu'ils trouvent que les filles ne sont pas assez actives et que quelquefois, on les tuait. On les tuait. Le Coran même dénonce cela. La prophétie de Mohammed dénonce cela dans le Coran. C'était ça le problème des peuples sémites, les errants. À Mari, qui est situé plus au sud, l'influence urite est moindre. 3 femmes qui travaillent au palais portent des noms composés avec Kubat, l'équivalent probable de Kepat, mais elles peuvent être des étrangères. La bibliothèque contenait quelques textes urites qui sont des extraits de rituels, mais aucune divinité urite ne recevait un culte. Cependant, un des rois du petit royaume de Anna, qui suscita à Marie, offrit un sacrifice à Dangan des Urites. Vous voyez que le nom Dagan, ça ressemble aussi au nom de la divinité des Philistins. Des Philistins. C'est la même divinité. Encore Teshup. De l'autre côté du désert, à Katna, le plus ancien inventaire du temple de Nin el-Gal au XVe siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, récapitule des donations antérieures et le premier donateur porte le nom Urite de Wir Shari. Ceci ne nous reporte pas au-delà du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Au sud de Katna, il n'y a plus aucune trace d'une présence des Urites avant cette époque. Ils n'ont encore atteint ni la Syrie du sud, ni la Palestine. Dans le nord même, leur pénétration a d'abord été limitée. Elle va s'intensifier et au cours du XVIe siècle avant Jésus-Christ, avec la fondation du royaume du Mitanni, les Urites vont devenir pour près de 2 siècles l'une des grandes puissances du Moyen-Orient et nous en reparlerons. Les lacunes présentes de notre information font apparaître cette pénétration comme s'opérant par bons successifs. Elle a certainement été beaucoup plus continue, en particulier l'existence d'un royaume urite à Urkish, dès avant la troisième dynastie de Our et la présence de princes et de groupes urites en Haute-Mésopotamie et en Syrie du Nord au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, indique malgré l'absence de textes intermédiaires que les urites étaient déjà influents dans ces régions tout au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc merci, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que ces peuples sémites ont beaucoup appris auprès des peuples sédentaires. D'abord, la connaissance de l'agriculture et de différents métiers. Parce que eux, ces peuples sémites étaient des
des éleveurs et des nomades qui erraient dans le désert. Donc, ils n'organisaient pas de communauté pour créer un État, un royaume, non. Là aussi, la création du royaume, c'est auprès des peuples sédentaires qu'ils ont appris cela. Et en devenant des conquérants qui s'imposent, là, ils sont obligés de devenir sédentaires. C'est le cas des Hurrites qu'on a vu ici. Vous voyez, c'est le cas des Hurrites. Vous voyez, donc c'est l'influence des peuples sédentaires, tels que les anciens Égyptiens, les Kémites, et tels que les Samourous. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit, ceux qui étaient notamment à Our. C'est ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on peut retenir. Et puis, c'est auprès justement de ces peuples justement Kémites qu'ils sont passés de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ils ont connu le fer, le travail de la métallurgie du fer. Alors je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc je venais de vous présenter encore un pan de l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël. C'est vraiment long, hein? C'est un ouvrage qui est volumineux. Bon, mais on va continuer quand même allègrement. Merci encore et bonne journée à tous.